aller au paradis, mais pas plus haut. Un homme cultivé. Ah, monsieur, quel esprit vous avez et quel plaisir nous avons à vous lire. Spirituel. Personnage typique de l'aristocratie libertine. Coureur de jupons, infatigable. Sympathique, il est généreux bien qu'il soit toujours fauché, il est imprudent. Il y a une peur de la monotonie. Dès l'âge de 16 ans, il est à l'armée. Très courageux et très actif au combat. Bussy a un tempérament railleur. Et ça déplaît profondément à Louis XIV. C'est un grand insolent. Il a toujours pourtant besoin d'être apprécié, aimé. Le libertin. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un personnage étonnant et détonnant qui a traversé le XVIIe siècle et qui a connu deux rois, Louis XIII et Louis XIV. Il s'agit de Roger de Bussy-Rabutin, célèbre libertin. Entendons par libertinage à cette époque, non la liberté des mœurs qui est volontiers admise dans la société aristocratique, mais la remise en cause des dogmes établis. Le libertin est un esprit affranchi. Certains de nos historiens diront que Bussy est un naïf, d'autres qui n'a pas compris son temps. Soit. Mais pourquoi et comment un naïf ou un égaré dans son temps nous intéresserait-il aujourd'hui ? C'est toute l'ambiguïté du sieur de Bussy-Rabutin que je vous invite à découvrir ce soir autour d'un café. C'est un noble de la noblesse moyenne, il est comte de Bussy, il appartient à cette vieille famille des Bussy de Rabutin, de Bourgogne. Bussy est né en 1618, il a fait toute la première partie de sa carrière, notamment militaire, sous Louis XIII, est devenu un personnage, sinon célèbre, du moins connu, dans la période qu'on appelle la Régence, c'est-à-dire qui suit la mort de Louis XIII et du cardinal de Richelieu, la première régence, celle de la reine Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin. C'est un homme courageux, élevé dans le sens de l'honneur, le goût de la gloire, le goût des plaisirs, et c'est typique de ces aristocrates du premier XVIIe qui n'hésitent pas à se battre en duel, qui n'hésitent pas à jouer de l'argent sur les tables de jeu, à courir après les femmes, à courir d'abord après les dots pour se marier très honorablement dans son milieu et en même temps utiliser la dot de sa femme, ce qu'il fera puisqu'il se mariera 2 fois, même à enlever Madame de Miramion, et ça, l'enlèvement, ça fait partie aussi des mœurs aristocratiques. Bussy, par son origine, par sa famille, par la façon dont il se sent dans la société de son époque, par toute cette façon d'être, d'affirmer sa place en tant qu'aristocrate, en tant que grand seigneur, en fait quelqu'un qui effectivement peut se rattacher à la période antérieure, celle où les nobles estimaient pouvoir s'opposer au roi, pouvoir s'opposer surtout d'ailleurs au Premier ministre, en l'occurrence Richelieu pour Louis XIII et Mazarin pour la Régence. C'est vrai qu'il se rattache à cette veine-là, allant jusqu'à pouvoir défier d'une certaine manière le roi. Il a gardé l'idée naïve des rapports féodaux du roi envers ses vassaux. Des rapports qui sont intimes, directs, mais qui ne sont plus de saison, à l'époque où vit Bussy et où s'installe une monarchie absolue. Avec Louis XIII déjà, quand il est très jeune, il a une attitude très désinvolte lors d'une revue des troupes à Amiens. Il est censé marcher à la tête de ses fantassins en tenant son cheval par la bride, mais comme il pleut à seaux, et pour se protéger de la boue, il monte sur son cheval, on lui dit que le roi arrive, il descend prestement, trop tard, le roi l'a vu et lui fait une remarque, et lui s'en tire par une boutade. Il n'aurait jamais cru rencontrer sa majesté par un temps pareil. Alors il y a chez lui beaucoup de vanité, et il y a même parfois un peu de courtisanerie. Il a essayé avec Mazarin de le flatter, de se donner à Mazarin comme un serviteur très loyal. Il a essayé aussi avec Louis XIV. Il faut dire que Bussy a atteint un niveau de grade sur le plan militaire très élevé, puisqu'il est lieutenant général. C'est le grade le plus élevé de l'armée. Il lui manque plus qu'une chose, c'est la dignité de maréchal de France. Pour être maréchal, il faut flatter, et donc lui aussi il va commencer à flatter. Mais c'est pas son tempérament,
et finalement, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a chez Bussy aussi une franchise qui le dessert, bien évidemment, puisque le courtisan, il faut faire des grimaces, comme il le dit. Et Bussy n'est pas fait pour faire des grimaces. Côté moral, il peut passer d'un excès dans l'autre. C'est un homme d'extrémité, comme dit sa cousine Sévigné. Il a toujours pourtant besoin d'être apprécié, aimé. Je crois certainement, il surestimait sa capacité à s'imposer, à obtenir ce qu'il souhaitait, et sans doute sa vanité qu'il conduisait à multiplier les traits d'esprit, à multiplier les médisances spirituelles, ont fait que, c'est vrai qu'il s'est un peu perdu, mais il s'est perdu parce qu'il voulait se valoriser au maximum. Engagé dans la carrière militaire initiée par son père, Bussy continue de se croire grand seigneur, à l'abri des contingences. Il abandonne ses troupes à Dole et à Moulins suit une belle comtesse jusqu'à Vichy, sans succès. Pendant ce temps, ces soldats, livrés à eux-mêmes, s'adonnent à des brigandages ou au pillage et même à la contrebande du sel, ce qui constitue un grave délit car le sel, lourdement taxé, était un des revenus majeurs du trésor. Alors, il est conduit à la Bastille, purement et simplement. Nous sommes en 1641, il a 23 ans. Quand il rencontre Bassompierre, il est très jeune, et donc sans doute très influençable, d'autant qu'il retrouve chez Bassompierre l'esprit de son parrain, le duc de Bellegarde, qui a sûrement compté un peu dans sa formation de jeunesse. Donc il se retrouve dans un monde, avec Bassompierre, effectivement, il découvre un monde qui lui va très bien. Le monde du libertinage, à la fois de mœurs, mais aussi de paroles, de dire ce que l'on a envie de dire. Parmi les éléments, il y a des éléments politiques, mais aussi il y a des éléments d'ordre religieux. En particulier, ce que l'on appelle la contre-réforme, la réforme catholique, qui vise principalement à redonner de façon très globale, on pourrait même dire presque totalitaire, une fidélité à l'égard du catholicisme. Et le libertinage apparaît un peu comme une forme de résistance, de dissidence, de réaction à l'égard de cette contre-réforme. Il s'agit de refuser cette emprise très forte du catholicisme. Et s'agissant de quelqu'un comme Bussy-Rabutin, qui n'est pas un doctrinaire, qui n'est pas quelqu'un qui a une grande attention à l'égard de la religion, cela se manifeste par un certain détachement. Il n'est pas opposé au catholicisme, il reste catholique, mais par une sorte de conformisme, avec une certaine indifférence à l'égard des grands débats qui agitent par exemple le catholicisme à cette époque. Il se contente, je dirais, du strict minimum. Dans un autre domaine, les libertins aussi s'opposent à cette contre-réforme, c'est le domaine des mœurs et des conduites. Cette église du XVIIe siècle, cette église des dévots que Molière a caricaturée dans la figure du Tartuffe, se montre très exigeante. Elle va interdire les carnavals, toute une série de fêtes populaires. On interdit les danses le dimanche. On proteste contre la fréquentation des cabarets. On va réprimer le jeu de cartes, le jeu de billard, le jeu de paume. Ce qui va à l'encontre des attentes d'une partie de la société. Puis bien sûr, il y a un autre domaine sur lequel l'Église se montre très exigeante, c'est la question de la sexualité. Pour l'Église catholique, l'idéal, c'est la chasteté. Et ils veulent imposer à toute la société une vie très austère, la sexualité étant bien sûr autorisée, mais dans un cadre très étroit, à savoir le mariage, mais aussi la volonté de procréer. Autrement dit, toutes les fantaisies érotiques que pourrait se permettre un couple
sont considérés comme des péchés, même si ce sont des péchés véniels. Théoriquement, si l'on suit à la lettre les préceptes des dévots, on ne peut pas aller jusque-là. Ce type de sexualité ne convient pas à une partie importante de la population. Et dans ce domaine-là, toute une série de transgressions sont possibles et ceux qui se livrent à ces transgressions sont qualifiés de libertins. Est-ce que Bussy en est vraiment un? Pas forcément parce qu'il ne conteste pas profondément la religion. Il dit qu'il n'est pas dévot, mais qu'il n'est pas impie. Or, l'authentique libertinage d'esprit, c'est de contester les croyances chrétiennes. Et des poètes en ont été menacés de mort, comme Cyrano de Bergerac, Théophile de Viau. Disons que Bussy pratique un libertinage mondain qui est très à la mode et qui s'additionne de liberté de mœurs. Quand on est un aristocrate, on peut se permettre des choses que les autres ne se permettent pas. Et on n'est pas tenu à suivre la loi commune, on n'est pas tenu à suivre les formes de vie, les normes qui sont imposées, aussi bien d'ailleurs par l'État, ce qui va entraîner effectivement pour Bussy un certain nombre de difficultés, que par l'Église, et ce qui débouche aussi sur les aspects de libertinage, en particulier libertinage de mœurs. Mais pour l'heure, la monarchie traverse des heures sombres et l'urgence est ailleurs. Entre 1648 et 1653, la Fronde, d'abord parlementaire et bourgeoise, déclenche une violente guerre civile. L'aristocratie ne supporte pas les réformes entreprises par Richelieu et poursuivies par Mazarin, qui visent à abaisser les privilèges de la toute-puissante aristocratie. Cette dernière se soulève et prend les armes. La grande mademoiselle, cousine du roi, fait même tirer le canon contre son auguste parent. La Fronde laissera de profondes séquelles dans l'esprit du jeune Louis XIV. Elle est à l'origine de sa défiance contre une aristocratie trop sûre d'elle-même et imbue de sa puissance. Alors là encore, prenons garde de ne pas considérer la période de la Fronde comme étant une période unique, homogène, où l'on peut, du début à la fin, avoir la même position. Et il est certain que Bussy en a changé, comme tous les protagonistes d'ailleurs de cette très sombre période pour la France. Bussy se détermine, non pas en fonction de son sens politique, il n'en a pas et il n'en aura jamais, mais uniquement selon ses sentiments. Quand vient la fronde du Parlement contre le pouvoir, le roi et Mazarin, Bussy est du côté du roi, sous le commandement de Condé, son chef bien-aimé, dont il admire le panache, et qu'il a vu par exemple faire ouvrir une tranchée dans un siège au son des violons. Puis, quand les princes se révoltent à leur tour contre le roi, les princes, c'est-à-dire Condé, justement, son frère Conti, son beau-frère Longueville, Bussy quitte le parti du roi pour suivre son chef toujours bien aimé. À partir de ce moment-là, Bussy a effectivement été tiraillé. Mais son tiraillement a été d'une certaine manière résolu par l'attitude du prince de Condé lui-même. C'est-à-dire que si Condé, probablement, lui avait, on fait de l'histoire fiction, mais si Condé lui avait offert un titre particulièrement flatteur dans son entourage, le commandement d'une armée, que sais-je, enfin s'il lui avait accordé des avantages pour sa carrière et pour sa vanité, peut-être serait-il resté avec Condé. Mais quand Condé l'offense gravement, en lui préférant un de ses favoris, Guitaut, Bussy ne le supporte pas. Déçu par Condé, il va se rallier au roi en 1652 et va participer au siège de Montrond, va livrer le Nivernais, puisqu'il est lieutenant du roi en Nivernais, c'est-à-dire l'adjoint du gouverneur. C'est un poste très important que sa famille détenait depuis quelque temps. Et Bussy donc va jouer la fidélité en se ralliant au roi. Nous traversons l'une des périodes les plus complexes de l'histoire de France. Un régime monarchique secoué par des événements qui le menacent est remplacé par un autre régime qui va s'affirmer par le pouvoir absolu d'un seul homme, le roi. Des hommes, des personnalités d'exception sont aux manœuvres pour permettre l'ascension d'un roi qui entend dominer le monde par sa vision personnelle du pouvoir régalien.
Alors oui, Bussy Rabutin est un personnage gênant, dangereux, car il a une parfaite connaissance des mœurs de la cour, et c'est sous couvert de son libertinage qu'il sera condamné à l'exil. Au beau milieu du siècle, Bussy s'affirme comme un libertin, mais un libertin qui ne se cache pas, ou si peu. Il y a toujours une zone de limite. Même si ces limites se déplacent pour certaines catégories de la société, il y a des limites qui sont imposées aux conduites, aux comportements, notamment aux déviances. Et Bussy, effectivement, s'est trouvé mêlé à 2 ou 3 affaires qui l'ont placé en difficulté. Un ami de Bussy, Monsieur de Vivonne, ayant une maison de campagne à Roissy, a convié des amis, quelques abbés, un neveu de Mazarin, un aumônier de la cour, le comte de Guiche et son amant, Monsieur de Manicamp, qui est par ailleurs le favori de Monsieur Frère du Roi. Et Bussy a eu le malheur d'être invité à la dernière minute pour faire une joyeuse animation. Il arrive avec 4 violons. Tout le monde mange et boit dans la journée, remet ça à medianoche alors que c'est carême. On baptise un cochon de lait, on l'appelle carpé. On va chercher des grenouilles dans le parc, on les convertit. Et non content de manger de la viande, en ce vendredi saint 1659, il compose des couplets orduriers contre la reine-mère Anne d'Autriche et Mazarin, et contre d'autres personnages de cour, et cela sur des airs religieux, les Alléluia, que l'on chante en ce temps de Pâques. Dans ces couplets, Bussy attaque d'abord Marie Mancini, le grand amour du roi, dont il dit qu'elle a la bouche si grande que l'on croirait un trait allant d'une oreille à l'autre. Surtout, il fait des allusions, plus que des allusions, aux amours de la reine-mère Anne d'Autriche et du Premier ministre Mazarin. Il dit que le Premier ministre a bien de la patience, mais qu'il commence à se lasser du con trop bas percé de la reine. Et par ailleurs, ce con sent la pourriture. Il accuse 2 demoiselles d'honneur de la reine de se servir de godemiché. Il dit qu'une autre dame d'honneur a un con si profond qu'il en vaut le détour, bien que la dame ne soit pas très jolie. L'affaire a pris une certaine ampleur et a donné lieu à beaucoup de ragots, beaucoup de rumeurs qui sont certainement allés beaucoup plus loin que ce qui s'était réellement passé. On a même prétendu, et là je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là, qu'un homme aurait été tué, aurait été mangé après avoir été mis à la broche. Bon. Ça, je crois que c'est lié à une certaine hostilité du grand public, notamment des gens du peuple, à l'égard justement de cette arrogance de l'aristocratie et de cette licence que l'on reprochait souvent à l'aristocratie. Ce n'est pas son côté libertin qui va le faire chuter. C'est très toléré, tout le monde a une vie très libre à cette époque-là, mais c'est son attitude face au roi et tout ce qu'il dévoile des secrets du roi et des secrets de la cour et de ceux qui touchent au roi. On va aduler le roi, on va être soumis au roi, on va servir le roi, et le roi récompense, mais il n'y a pas évidemment cette obligation de réciprocité comme il existe dans le système féodal. C'est comme ça que le roi va construire un État moderne, parce qu'il n'y a pas de fonctionnaires. Il y a 46 000 titulaires d'office, c'est-à-dire des gens qui sont très indépendants, qui sont propriétaires de leurs charges, et puis quelques centaines de commissaires qui, eux, sont des véritables fonctionnaires, révocables à volonté, donc aux ordres du roi. Donc voilà, c'est un appareil très très léger. Il faut bien comprendre que l'absolutisme ne se construit pas avec un système très structuré de fonctionnaires. Bussy ne comprendra pas certainement quel est ce qui est sous-jacent dans l'attitude de Louis XIV, qui veut mettre au pas, bien entendu, toute son aristocratie. Lui, il ne supporte pas la chose, et avec son côté mutin, qui connaît tous les secrets, va en user et en abuser jusqu'à sa chute.
Pour être courtisan, il faut flatter. Et il faut participer à tout un système, c'est-à-dire que pour être, il faut paraître. Pour paraître, il faut avoir. Et pour avoir, il faut plaire. Et ça ne plaît pas du tout à monsieur de Bussy-Rabutin, puisque lui veut garder son quant à soi, son honneur, son sens de la dignité, qui fait partie de ces traditions aristocratiques que Louis XIV, justement, veut réduire. C'est un premier faux pas, un vrai coup de maître. Bussy est embastillé de nouveau et exilé sur ses terres. Il ne pourra regagner la capitale qu'à la fin de l'année, mais ne sera pas admis à se présenter à la cour. En exil, il s'ennuie. Il subit ce qu'on appelle la torture subtile de l'exil. Il recommence à faire des portraits pour se distraire. Pour distraire sa maîtresse, Madame de Montglat, qui a été un temps malade à Lyon. Mais cette fois, ce sont des portraits méchamment satiriques, groupés sous le titre de « Histoire amoureuse décorée ». Il commence à raconter l'histoire de Madame d'Olonne, qui est une joyeuse libertine avec son mari, le comte d'Olonne. En fait, le comte aime assez sa femme, mais il n'hésite pas à la faire convoiter et même à la prêter aux autres. Disons qu'aujourd'hui, ce serait de joyeux échangistes. Madame d'Olonne est souffrante, elle se remet et pour la distraire, son mari invente de faire une mascarade. Avec son épouse, il s'habille en capucin, il convie des amis, le comte de Guiche, Manicamp et 2 prêtres, qui s'habillent en religieuses à cornettes. Tout ce joyeux monde s'en va bras dessus au Louvre où il trouve Monsieur Frère du Roi qui est habillé en femme comme il en a l'habitude. Et tout le monde s'en va faire bombance d'un hôtel à l'autre dans le Marais qui était le quartier à la mode. Le texte ne s'attaque pas directement au roi. C'est plutôt les grandes dames de la cour qui sont visées. Et à partir de là, bien sûr, ça donne une image de la cour qui est à contre-champ à l'égard, d'une part, des préceptes moraux que l'Église et que le roi, qui est un roi catholique, en tant que tel est chargé de défendre l'Église et ses préceptes, et en même temps aussi, cela donne de la cour du roi une image un peu à contre-courant de la glorification qui est en œuvre, notamment dans la grande propagande qui se développe à cette époque-là autour du roi Soleil. Bien évidemment, toutes ces choses qui montrent une cour aux mœurs débridées, scandaleuses, portent atteinte indirectement à l'autorité du souverain. Ou malgré tout, toutes ces choses-là se savaient de toute façon, d'autant que les noms des personnes étaient camouflés par des pseudonymes. Bussy a commis l'imprudence de donner une copie du manuscrit à Madame de la Baume, qui est peut-être une de ses anciennes amies. Elle le garde 2 fois 24 heures et Bussy a la naïveté de croire qu'elle lui rend son propre manuscrit. Or, elle en a fait faire plusieurs copies. Et l'on comprendra que cette joyeuse Madame de la Baume était une espionne au service de la police royale. Donc, le roi reçoit une copie du manuscrit. Bussy prétendra que ce n'est pas le véritable manuscrit, que Madame de la Baume a fait des rajouts, mais le roi aura probablement eu la véritable copie. Bussy a été imprudent car il était sincère, il n'a pas su se ménager des courants susceptibles de le défendre au bon moment. Il va surtout, pour des raisons littéraires, se brouiller avec Louis XIV. Ce sont les écrits de Bussy qui déplaisent profondément à Louis XIV. Parce que Louis XIV est un homme d'ordre, c'est un homme qui n'aime pas qu'on dise du mal des autres. Il a beaucoup de défauts, mais il n'a pas celui-là. Jamais on trouve chez Louis XIV la moindre critique, la moindre moquerie. C'est pas quelqu'un qui se moque, qui raille.
Et Bussy a un tempérament railleur. Et ça déplaît profondément à Louis XIV, avec en plus un contexte très complexe à la cour, avec des dévots, la Compagnie du Saint-Sacrement, qui n'a pas encore été dissoute. Bientôt, ça va être la querelle du Tartuffe. Anne d'Autriche aussi, qui a une grande influence et qui est très dévote, fait très attention aux excès de libertinage de la noblesse. Donc, le roi subit aussi des pressions et va réagir assez lentement, d'ailleurs, à l'égard de Bussy. Le temps fraîchit à la cour pour l'incorrigible Bussy. Pour l'heure, tout n'est que rumeur. Commence le ballet du chat et de la souris. En 1661, année de l'arrestation du surintendant Fouquet, le roi bat froid notre compte. Bussy n'est d'aucune fête. En 1663, tandis que les rumeurs de scandale autour de l'histoire amoureuse des Gaules s'amplifient, Bussy reçoit des reproches, mais il est invité, à Versailles, aux fêtes des plaisirs de l'île enchantée commandées à Molière pour la reine-mère et la reine. Mais véritablement dédiées à Mademoiselle de la Vallière, qui règne sur le cœur du jeune roi. En 1665, le souverain soutient sa candidature à l'Académie française, où Bussy est reçu comme homme de lettres et homme de guerre, conciliant avec esprit les deux États alors réputés inconciliables. Mais l'affaire de l'histoire amoureuse des Gaules va prendre un nouveau tour. Les maximes d'amour ont fait bien sûr beaucoup en faveur de Bussy dans le grand public et même auprès du roi. Mais si l'Académie française, toute naissante, songe à lui, ce n'est pas à cause des œuvres qu'il a publiées. Il n'en a pas publié. C'est en temps comme de guerre, car l'Académie aime aussi s'entourer d'hommes de guerre importants. Et pour cela, le duc de Saint-Aignan, favori du roi, et aussi les pères jésuites Rapin et Bourg vont faire beaucoup. L'un pour la carrière militaire, par rapport à l'Académie, et les autres pour la carrière littéraire. Ils se portent en somme garants l'un et les autres de la valeur de Bussy à l'Académie française. Louis XIV, connaissant le tempérament, les maximes de Bussy, les portraits, ayant entendu parler de l'histoire amoureuse des Gaules, il va malgré tout lui donner un brevet de gentilhomme portant un juste corps bleu qui permet de suivre le roi dans ses déplacements privés. C'est quand même un privilège, tout le monde ne l'a pas. Et il va lui demander, en échange, de ne plus écrire des ouvrages satiriques sur son entourage. Et Bussy va promettre. Seulement, évidemment, il ne sait pas que par derrière, il y a eu un complot assez méchant qui s'est ourdi contre lui, qui vient de Madame de la Baume, une femme très, très ambitieuse, perverse profondément. Et elle a donné ce manuscrit à un imprimeur, pas un imprimeur français, car ça aurait été trop délicat pour lui de publier à l'époque de Louis XIV un tel texte, mais un imprimeur de Liège, qui était une principauté indépendante des Pays-Bas. Et cet imprimeur donc a diffusé, et par les contrebandes qui existaient du livre entre les Pays-Bas et la France, ce livre s'est répandu en France, a eu beaucoup de succès, il y a eu plusieurs rééditions très rapidement. Tout ce qu'il dévoile dans son livre est un secret de polichinelle, bien entendu, tout se sait à la cour. Mais tant que ça n'est pas écrit et imprimé, bien entendu, par un éditeur, tout cela semble léger et sans porter à conséquence. Mais à partir du moment où l'encre a séché sur le livre, là, d'un seul coup, c'est insupportable aux yeux du roi. Et c'est d'autant plus extraordinaire et surprenant que, reçu en mars 1665, il soit enfermé à la Bastille à cause de son histoire amoureuse des Gaules en avril 1665. Cette fois, l'affaire est sérieuse. Bussy est placé au secret. Questionné, isolé, cet homme d'action qui aime vivre dans le monde vacille. Il sombre dans un état dépressif qu'une fistule anale vient aggraver. Sa santé se détériore, il a besoin de soins et finalement est autorisé à se rendre chez un chirurgien. L'opération faite, il demande au roi la permission de se retirer sur ses terres de Bourgogne, le temps d'une convalescence. Alors le roi est malin, on lui accorde de repartir en septembre 65.
À Bussy, cette fois, point besoin de l'exiler. Il suffira de ne pas le rappeler. Ce qui m'intrigue, c'est cette histoire du manuscrit recopié en cachette par Madame de la Baume, et donc volé, puis divulgué par cette maîtresse malhonnête. Est-ce un acte d'imprudence de la part de Bussy? Ou au contraire, ne serait-ce pas une ruse pour le faire imprimer sans en porter la responsabilité directe? La plupart des historiens font référence au livre, certains lui accordent des qualités littéraires, mais c'est surtout le contenu sulfureux du livre qui revient dans leur analyse. Ce livre nous révèle toute la personnalité ambiguë de Bussy-Rabutin. Être exilé à cette époque-là, c'est une petite mort. C'est-à-dire que on n'est plus à la cour, on n'approche plus le roi, on n'est plus dans le cercle des grands seigneurs, on est sur ces terres, il faut vivre de ces terres, on ne peut plus avoir de charges. Donc la petite mort est une mort économique, une mort sociale, une mort parfois amicale, parce que bien entendu les aristocrates vont où le vent souffle, c'est-à-dire le vent qui souffle vers la cour, et non pas le vent qui souffle vers un exilé. Il y a une magnifique devise dans ce château où l'on voit un cadran solaire et un soleil, et il est indiqué en souscription « S'il me regarde, on me regarde ». Autrement dit, si le roi vous considère, la société vous considère. Si le roi ne vous regarde plus, la société ne vous regarde plus. Vous êtes socialement mort. Les semaines, les mois passent, et Bussy ne voit pas venir la lettre de rappel tant espérée. Il le sent confusément, l'attente sera longue. Il a beau multiplier les lettres et les suppliques auprès du roi, lui rappeler ses mérites, rien n'y fait. Les actes quotidiens dans un château, dans un hôtel particulier, se déploient avec une certaine solennité, il y a presque une dimension sacrée dans la manière dont on organise sa vie matérielle. Nous aurions tort de penser que ces actes sont anodins. La noblesse française a à cœur de se montrer, de montrer l'élégance, la tenue, la dignité qui est la sienne, jusque dans les actes les plus quotidiens. Il doit donner des ordres, recevoir ses fournisseurs, ses architectes. Il a de la distance par rapport à sa propre personne. Le cadre de vie est un espace de représentation à part entière. Il y a là une forme de grandeur qui est celle de tout son siècle. Afin de continuer à exister, il reconstitue donc les habitudes de la cour. Et comme ceux qui viennent lui rendre visite sont assez rares, il va les convoquer, par courrier. Il entretient une conversation virtuelle auprès de plus de 200 correspondants. Tous les sujets y sont abordés. Les questions philosophiques et spirituelles, les affaires grandes et petites, les ragots de la cour. Mais celle qui va entretenir avec lui la correspondance la plus intime, la plus précieuse, c'est sa cousine, Madame de Sévigné. Il va trouver un nouveau moyen, très vite, de compenser cette horreur de l'exil. Il se jette à corps perdu dans la correspondance. Correspondance importante de plus de 5000 lettres. La poste marche alors très bien entre Paris et Dijon. Et il y a 3 courriers par semaine en Bourgogne. Il correspond donc avec toutes sortes de personnes. Des hommes de guerre, des hommes de cour, des belles amies, des académiciens français. Et en peu de temps, il s'aperçoit que c'est un matériau considérable. Tout de même, dans cette correspondance aussi, il s'aperçoit qu'il a une épistolière qui surpasse tout le monde, sa cousine Sévigné. Le lien le plus fort qui unit Madame de Sévigné et Bussy est certainement le lien familial, puisque ce sont tous les deux des Rabutins, mais il y a aussi le lien de l'amitié, et une amitié qui fut légèrement amoureuse. Leur parcours, c'est « je t'aime, moi non plus ».
C'est-à-dire qu'ils sont passés en permanence d'une attirance l'un pour l'autre, fondée sur une forme d'esprit que l'on peut appeler le rabutinage, qui s'exprime dans leur façon de voir les choses, qui s'exprime aussi dans ce qu'ils appellent les rabutinades, c'est-à-dire les traits d'esprit qui peuvent être, alors là, pour le coup, vengeurs. Et dans cet exercice, Madame de Sévigné excelle. Bussy et Sévigné font partie, fut un temps, du même monde. Mais petit à petit, les choses se séparent. C'est-à-dire qu'elle, peut-être plus attentive, ne va pas rentrer en guerre contre le roi. Elle, bien entendu, malgré son côté cancan, ne sera jamais exilée et jusqu'à la fin sera entourée d'énormément d'amis. Bussy considère sa cousine de multiples façons, notamment il la considère comme une cancanière, parce que bien entendu, dans ses lettres, elle parle de tous les gens qu'elle connaît. Et il la considère aussi avec beaucoup d'amertume quand il lui demande de lui prêter de l'argent et qu'elle refuse. Et puis, il la considère toujours avec admiration, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, de bien en cour, de bien en vue. Ce qui est étonnant chez les Rabutins, c'est qu'effectivement, chez ces deux Rabutins-là, c'est que, quels que soient les faits qui les ont opposés, et dont Bussy s'est vengé d'une manière violente dans son histoire amoureuse des Gaules, dans le portrait qu'il fait de sa cousine, d'ailleurs, qu'il ne lui a jamais vraiment pardonné, notamment l'affirmation qu'elle avait les yeux de couleurs différentes, les yeux bigarrés, disait-elle, en parlant de son portrait à son cousin. Il y a toujours eu quand même une certaine dose d'amour qui aurait pu se traduire au lit, peut-être, si Bussy avait été peut-être différent, mais surtout si Madame de Sévigné n'avait pas été la vertueuse que tout le monde a reconnue, d'ailleurs, à l'époque. Il se rend compte de la valeur de ces lettres et il décide bientôt de les copier dans deux petits registres, mais dans lesquels il met aussi ses réponses à lui. Grâce à cela, on peut dire que Bussy, sans le savoir, est l'inventeur de Madame de Sévigné. Car, à sa mort, en 1693, ses enfants auront à cœur de publier les mémoires d'abord de leur père, puis des lettres de lui. Or, il se trouve que dans les mémoires, il y a 5 lettres de Madame de Sévigné, et le public s'aperçoit bientôt que les lettres de la cousine valent bien celles du cousin. Aussi, à la mort de la marquise, 3 ans après seulement, les enfants publient 4 petits volumes de lettres de leur père, mais les 2 premiers volumes sont constitués uniquement des lettres de la marquise et du comte bourguignon. Et c'est le début de la passionnante histoire de la publication des lettres de Madame de Sévigné. Sans Bussy, pas de Sévigné. D'une manière plus ou moins consciente, il s'est créé un monument à sa gloire, dans la perspective de laisser de lui une belle image à la postérité, qui pensait que son destin ne lui donnerait pas spontanément. Donc il fallait se bâtir un monument. Et ce monument était en 2 parties. C'était le monument des mémoires, par écrit, où il expliquait tout ce qu'il avait fait, de bien et de mal, mais aussi le décor de ce château. Bussy s'inspire d'un certain nombre de décors qu'il a pu connaître. Et ce qui est intéressant avec Bussy, c'est qu'il n'a pas de complexe à faire appel à des artisans locaux. Il fait travailler des architectes, des peintres, des sculpteurs du cru qui copient des originaux, qui copient des copies, dans une approche qui vise au maximum d'exhaustivité. Il y a quelque chose d'un peu encyclopédique dans l'esprit dans lequel Bussy aménage son château.
notamment l'antichambre du rez-de-chaussée que l'on appelle depuis la salle des devises, parce qu'il fait peindre des scènes allégoriques où il y a des devises et où le roi n'est pas absent. Là aussi, il règle tous ses comptes avec ses amis, avec le roi, au fond de sa solitude. C'est un vieux gentilhomme qui ressasse ses rancœurs et contre les femmes aussi, contre les hommes, puisque il y a une galerie des hommes célèbres, il va mettre Turenne tout en haut en petit, alors que, bien sûr, Turenne est un très grand général, mais Bussy ne s'entend pas avec Turenne. La première moitié du XVIIe siècle, on voit apparaître des pièces qui ont, elles, des fonctions beaucoup plus spécialisées. C'est le salon, un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre. Le mot est italien. Au château de Bussy-Rabutin, on appelle salon doré, une pièce qui, aménagée dans une tour, est en vérité plutôt un cabinet. Elle succède à la chambre. C'est assez exemplaire de la manière dont Bussy aménage son espace intérieur. Alors les portraits, il les demande aux courtisans, qu'ils les lui envoient. Certains se plient à cette demande, plus ou moins volontiers, mais Bussy ne s'abaisse jamais à les demander 2 fois, puisque la belle-sœur du roi, Henriette, et la cousine germaine du roi, mademoiselle de Montpensier, ont accepté tout de suite et de bonne grâce. Pourquoi s'humilier en insistant? Cette décoration va lui permettre de suivre son désir, s'entourer des gens de cette cour dont il est exclu, les avoir auprès de lui grâce à leurs portraits, disposer leurs portraits à son gré sur ses murs et les accompagner d'inscriptions de son invention qui seront plus ou moins aimables. Il fait peindre les tableaux, les portraits de ses différentes maîtresses ou amies. Amis qui, bien entendu, l'ont trahi, se sont éloignés de lui. Et sous chaque portrait, il fait mettre là aussi des légendes qui sont autant de vitrioles pour toutes ces femmes. Alors on ne sait qu'imaginer, pendant ces années d'exil, lorsqu'il travaillait et qu'il écrivait ses mémoires, ayant tous ces portraits au-dessus de lui, on ne sait pas si ça renforçait sa sensation de solitude ou si ça lui donnait un souvenir de ses jeunes années. Au moment où le décor est terminé, il est déjà totalement en décalage avec les modalités de l'architecture et du décor parisien et versaillais, surtout des années 1670-1680. Il a mis en place un décor qui est plutôt un décor du second quart du XVIIe siècle. Un décor qu'on pourrait associer à ce que nous appelons très simplement le style Louis XIII. C'est vraisemblablement pas par nostalgie, je crois que c'est parce qu'il n'a peut-être pas eu, dans son exil bourguignon, le loisir de faire appel à des architectes ou des peintres ou des sculpteurs qui avaient, eux, eu le temps d'assimiler ces nouvelles formes, ces nouveaux ornements mis en place à Paris et à la cour. Il se fait en quelque sorte décorateur, mais dans un esprit, je crois que c'est peut-être le point le plus important, dans un esprit d'historiographe. Je crois que l'une des grandes frustrations de Bussy, c'est de ne pas avoir été nommé à la place de Boileau et de Racine, historiographe du roi. Je crois que le décor du château ne se comprend que par cette approche qui est avant tout une approche documentaire. Ce qui ne nous empêche pas de lui trouver un charme et une grâce très particulière. En 1676, Louis XIV autorise Bussy à effectuer de brefs séjours à Paris. Pour autant, l'exil n'est pas aboli. Et chaque retour en Bourgogne est plus sombre. Et finalement, un jour, le 8 avril 1682, il reçoit une lettre du duc de Saint-Aignan qui lui dit « Monsieur, vous pouvez vous présenter au lever du roi le 12 avril ». Et donc Bussy est ravi puisqu'il voit qu'il peut se rendre de nouveau à la cour, installé non pas à Versailles mais à Saint-Germain à ce moment-là.
Et il faut imaginer donc ce que représentait le lever du roi, qui était vraiment un spectacle. Qu'est-ce que c'est que le lever du roi? C'est des cérémonies qui rythment la vie de Louis XIV, parce que cette vie de Louis XIV, elle est enserrée dans une série de codes, de règles. Il y a le lever, la messe, le conseil, la journée d'appartement, le dîner, le souper, tout cela est très organisé et très ritualisé. Et le lever, il y a deux types de lever. Il y a le petit lever et le grand lever. Alors le petit lever, c'est ceux qui ont les grandes entrées ou les secondes entrées. Alors les médecins, ce sont les proches, la famille royale, ceux qui ont reçu des brevets. Et puis il y a le grand lever où là apparaissent ceux qui ont été choisis. Il y a à peu près 80 personnes, 90 personnes qui s'entassent dans la chambre du roi pour voir le roi mettre sa perruque et s'ajuster avant d'aller à la messe. Donc c'est un privilège. Bien sûr, tout le monde ne l'a pas. Il y a 5-6 000 courtisans à Versailles. Il arrive, il est complètement ahuri de la transformation qui s'est opérée au sein de cette noblesse. Le roi le salue, l'appelle Bussy, ce qui fait que Bussy-Rabutin, évidemment, est ravi de cette appellation familière. Et tout de suite, il prévoit de nombreux plans où il envisage de nouveau de retourner au lever du roi régulièrement. Ses affaires reprennent à Paris. Et donc, évidemment, on a tout son entourage autour de lui qui s'extasie de ce retour en grâce. Louis XIV ne lui accorde que des grâces minime. Le roi s'est très bien payé, comme on dit, en monnaie de singe, par une parole, mais toujours pas de pension. Donc, les petits séjours de Bussy à la cour à partir des années 83 ne seront pas un bonheur pour lui. À peine 5 mois après, on voit Louis XIV, qu'il avait appelé Bussy, levez-vous, lorsque Bussy-Rabutin, le comte de Bussy-Rabutin, s'était agenouillé pour lui faire la révérence lors de son premier retour. On voit Louis XIV l'appeler monsieur et Bussy-Rabutin sent immédiatement la froideur. Alors il va essayer de nombreuses fois, pendant encore de nombreux mois, jusqu'en 1683, à faire passer des placets, et il se rend compte que finalement ce retour en grâce n'est que passager. Et cette chute, eh bien, elle sera définitive, en dépit d'un retour en grâce très limité. Il aura même eu le déplaisir de n'avoir pas été nommé, une grâce qui ne coûte rien, dans la compagnie des chevaliers du Saint-Esprit, cet ordre si prestigieux, ce cordon bleu que tous attendent avec joie et que Bussy n'aura jamais. Alors que sa cousine Sévigné le titille, puisque elle, son gendre Grignan, a été promu chevalier du Saint-Esprit. Vraisemblablement, Louis XIV a nettoyé le passé, mais finalement, il ne va pas plus loin, il ne fait pas un geste supplémentaire, il a fait un pas. Bussy-Rabutin est comme lavé de ses méfaits, mais il ne retrouvera jamais la grâce d'antan et finalement, il retournera en province où il ira se lamenter et avec sa correspondance, on le voit très bien, il continuera à se tenir informé de ce qui se passe à la cour, mais jusqu'à sa mort, il ne reviendra jamais en pleine possession de ses charges. C'est cela, la fin de cette période qui n'est plus une période de disgrâce, mais qui n'est pas non plus une grande période de grâce. Une compagnie de cavalerie à Aimé-Nicolas, une petite faveur pour Michel Cels, qui deviendra plus tard évêque de Luçon. C'est vraiment peu de choses, et pas ce qu'attendait Bussy. Bussy-Rabutin a-t-il choisi délibérément de s'écarter des codes d'une société qui change ? Aujourd'hui, Bussy serait proche de ces journalistes qui provoquent les réactions d'une société qu'ils combattent par leurs caricatures, leurs articles. Eux aussi sont apparus seuls et souvent contre tous pour affirmer, imposer leur vision de la liberté d'expression.
Ils n'ont pas été victimes d'un pouvoir, mais d'idéologies religieuses fumeuses. L'image que la France a encore dans le monde, c'est celle de cette liberté-là, qui nous vient non seulement des Lumières, mais bien au-delà, dans les pages d'histoire qu'elle a vécues. Et si Bussy-Rabutin nous interpelle aujourd'hui, n'est-ce pas à cause de ça? La liberté de ton, de parole, au risque de se perdre. À vous de juger. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro, un café et une histoire.